souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je me présente, Marinette Porchet, je travaillais au CHUV et c'est pourquoi cette conférence a lieu ici. Et je remercie la direction du CHUV de continuer de me louer ces locaux bien que je sois à la retraite. Cette conférence est la 11e de l'association Le Présent du Futur. Les thèmes fondamentaux des conférences sont spiritualité, humanité, écologie. Pour moi, les trois éléments sont indissociables et indispensables. C'est le seul chemin vers une humanité en paix, avec tous ses particularismes sur une planète saine. Le but de ces conférences, ce n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de développer réflexion, conscience et action par le ressentir, développer notre perception et notre regard par l'intelligence du cœur. C'est par le cœur que nous développons notre humanité, notre spiritualité, et pour moi, il en va de même pour notre attitude écologique. C'est avant tout un acte de générosité, donc d'humanité. Les conférences sont au nombre de 2 par année, au printemps et en automne, et c'est toujours la même affiche qui les annonce. Le Présent du Futur est devenu une association créée avec Madame Camille Heger, elle-même responsable de la Fondation Diagonale, et Madame Micheline Ravenel. Cette association est à caractère non lucratif, libre de toute influence religieuse, politique, sectaire ou autre. Son but est de soutenir des projets écologiques et humanitaires dans le monde, surtout lorsque les 2 critères sont réunis. Je vous présente maintenant notre invité, M. Gilbert Rist, qui est professeur honoraire à l'Institut universitaire des hautes études internationales et du développement à Genève. Il a enseigné à l'Université de Tunis. Il a dirigé le Centre Europe Tiers-Monde et collaboré avec l'Université des Nations Unies. Il vient de publier L'économie ordinaire entre songe et mensonge. Et vous trouvez le livre sur la table à l'extérieur. On ne peut pas commencer cette conférence sans avoir des pensées compatissantes pour les Japonais sinistrés et les habitants des pays en révolte. Les hommes, les animaux et la nature sont en grande souffrance dans ces régions. Et en préambule de la conférence de ce soir, je vous propose des mots de Jean Ferrat. N'y a-t-il pas d'autre voie que de vivre au zoo ou dans la jungle? Ils étaient dans le zoo, ils sont en train de nous rejoindre dans la jungle. Il en faut du courage pour se révolter au prix de sa vie. Et on le voit, un peuple qui se révolte, c'est un mouvement d'une puissance extraordinaire qui déplace des montagnes. Se révolter pour la liberté de penser, liberté de choix, liberté de conscience, cela en vaut la peine. Nous, ici en Suisse, il y a longtemps que nous jouissons de ces libertés. Mais que faisons-nous de ces libertés? Et sommes-nous vraiment libres? Nous vivons sous le diktat du pouvoir et de l'argent pour faire de nous des machines à consommer de tout et de n'importe quoi, avec pour conséquence les graves dangers qui nous menacent. Plus nous sommes repus, noyés dans l'abondance, plus cela agit comme une anesthésie mentale qui nous empêche d'être créatifs et volontaires. Pourtant, il faut se rappeler que plus nous sommes libres et plus notre responsabilité est grande. Tout est entre nos mains. Je sais que M. Rist n'aime pas les mots d'ordre, mais je vais quand même utiliser ceux de Stéphane Hessel. Réveillons-nous, indignons-nous, engageons-nous et écoutons M. Gilbert Rist. Merci. Merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Après quelques discussions avec Madame Porchet, on a décidé d'intituler cette conférence, qui sera suivie, j'espère, d'un débat après, Crise de la science économique, conséquences écologiques et sociales. Alors, bon, le premier mot, évidemment, de cette conférence, du titre de la conférence, c'est le mot crise. Et je crois que c'est un truisme que de dire que nous vivons des temps de crise. Il y a la crise libyenne, la crise japonaise, la crise ivoirienne, etc. Il y a peu, on nous parlait de la crise financière, comme on a parlé de la crise de la vache folle, la crise de l'emploi, la crise du logement, la crise des valeurs.
Bientôt, on parlera bien entendu de la crise alimentaire, de la crise énergétique, de la crise climatique, etc. Et en réfléchissant à l'usage que nous faisons de ce mot crise, je me demandais si nous en faisions pas trop souvent un usage, je dirais, euphémisant, banalisant, voire même réconfortant. Quand un petit gamin de 5 ans trépigne devant la caisse du supermarché parce que maman ne veut pas lui acheter un Haribo, on dit « fais sa crise », sous-entendu « ça lui passera ». Et quand il y a des problèmes quelque part, on nomme une cellule de crise dont on attend effectivement qu'elle trouve les moyens d'une sortie de crise pour que tout revienne comme avant. Donc, bien entendu, il y a différents types de crises. Il y a les crises dont on se remet, généralement, disons la crise d'adolescence qui permet, après quelques années, de recouvrer une nouvelle identité et peut-être plus assurée, il y a plus de maturité. Et il y en a d'autres dont on se remet un peu moins facilement, comme par exemple une crise cardiaque. Mais je pense qu'il faut que nous nous interrogions quand même sur l'usage immodéré du mot crise. C'est un peu comme si nous jouions à nous faire peur. D'un côté, tout est crise, tout est en crise, et ça devrait déclencher la panique. Et de l'autre côté, bon, c'est juste une crise. Donc, un mauvais moment à passer. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise financière dont on a beaucoup parlé ces dernières années. C'était une crise catastrophique. Tout le monde a utilisé les adjectifs les plus forts pour la décrire. Et aujourd'hui, comme nous le voyons tous les jours, tout est comme avant. Rien n'a changé. J'ose même pas utiliser la formule de Lampedusa, tout change pour que tout reste la même chose, parce que rien n'a changé. Et par conséquent, je crois qu'il faut réfléchir à cet usage de la crise. Bon, alors à côté de ce qu'on peut appeler le sens rassurant ou le sens euphémisant de la crise, il y a l'autre sens de la crise qui est le sens originel, le sens étymologique de crisis en grec, qui veut dire, du verbe krino, qui veut dire choisir, trancher, décider, juger, interroger, questionner. Donc moi, ce soir, je ne vais pas parler de la crise économique, comme s'il s'agissait d'une indisposition passagère, mais je parlerai de la crise de la science économique au sens où j'aimerais interroger la science économique sur sa prétention à la scientificité, qui nous place devant, je crois, un choix et nous oblige à trancher par rapport à l'économie à laquelle nous sommes soumis. Et puis je dirais simplement aussi que je vais m'attaquer, si vous voulez, ou je vais questionner, disons plus gentiment, je vais questionner plutôt les présupposés de l'économie, c'est-à-dire quelques thèmes qui sont au fondement de la science économique telle qu'on l'enseigne non seulement à l'université, mais dans les médias, un peu partout, et dans les journaux, au lycée. Et nous tous, d'une certaine manière, nous devons, pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure, avoir une certaine culture économique, si vous voulez, qui est dispensée comme ça par l'ensemble des médias ou par l'université. Alors, je vais prendre quelques thèmes fondamentaux des présupposés de l'économie, parce que je sais bien qu'il y a parmi les économistes de multiples chapelles ou de multiples écoles. Bien sûr, il y a les néolibéraux, bien sûr, il y a les keynésiens, il y avait les marxistes, certains existent encore, il existe les régulationnistes, les conventionnalistes, les socio-économistes, les socio-écologico-économistes. Donc, il y a toutes sortes de variétés d'économistes, mais l'ensemble de la science économique
et quand vous entendez sciences économiques, si vous prenez des notes, vous mettez toujours des guillemets, parce que j'emploie toujours avec des guillemets, même si j'ai un peu de la peine à faire comme ça à chaque fois, parce qu'il faut que je tienne le micro en même temps, donc je peux mettre que l'ouverture des guillemets, et je ne peux plus les fermer. Donc, il s'agit simplement pour moi de questionner les présupposés, les choses que tout le monde dit et répète en parlant d'économie. Alors, premier point, je crois que c'est très important. Ça va avec le micro ou bien les gens tout en haut, vous entendez quelque chose ou bien? Ouais. Parce que moi, ça me fait bizarre, ça me résonne dans les oreilles. J'aimerais, pour mon premier point, commencer par parler de l'économie comme une représentation du monde. Je crois que, bon, on peut partir de ce que j'appelle, moi, le discours ordinaire, c'est-à-dire le discours qui est celui des médias, celui de la presse en général, etc., dans lequel on nous parle sans cesse des contraintes économiques. Alors les contraintes économiques, les exigences de l'économie, comme si l'économie était une personne qui a des exigences, justifient à peu près toutes les mesures qu'on prend. Ça justifie les coupes budgétaires dans les services sociaux, comme les allocations de chômage à partir de demain en Suisse. Ça justifie la stagnation des salaires, ça justifie l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Vous avez peut-être vu que le café a beaucoup augmenté la semaine dernière à cause de la Côte d'Ivoire, etc., etc. On peut allonger la liste, n'est-ce pas? Mais je trouve bizarre qu'on nous dise toujours que la science économique a des exigences auxquelles nous serions soumis, comme s'il s'agissait d'une fatalité, d'un destin, face auquel nous serions impuissants. Alors, effectivement, l'économie, la science économique est largement normative ou prescriptive, elle dit ce qu'il faut faire, au lieu d'être simplement descriptive. Mais on peut revenir là-dessus plus tard, si vous voulez. J'aimerais d'abord dire que, premièrement, l'économie est une représentation du monde, c'est-à-dire, si vous voulez, plus tranquillement, une manière de voir les choses qui est simplement propre à notre société. L'économie telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée, enseignée, divulguée, etc., n'existe pas comme cela dans toutes les sociétés du monde. Bon, premier point, c'est une représentation du monde, une manière de se représenter le monde. Deuxième point, cette manière de voir les choses est récente. Alors, récente dans l'histoire longue de l'humanité, mais enfin, disons que l'économie telle que nous la connaissons et telle que nous la pratiquons aujourd'hui date d'à peu près 200 ans. Alors bon, on dirait 200 ans, c'est long. Ouais, c'est long, par rapport à l'éternité, c'est pas grand-chose. Simplement, je veux dire que l'économie n'a pas toujours été là, qu'on ne sait pas toujours représenter le monde de cette façon, et que cela a démarré dans nos sociétés occidentales au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Troisième chose, c'est que les représentations du monde changent. Pour celles et ceux qui ont lu Michel Foucault, vous aurez vu que Michel Foucault fait l'archéologie du savoir d'une certaine manière et montre comment on a changé de manière de voir le monde au fil des âges et comment précisément à ce tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, alors qu'avant on avait parlé on s'interrogeait sur la richesse, la manière de créer de la richesse à partir du fin du XVIIIe, début du XIXe, on commence à parler d'économie. On parlait autrefois de sciences naturelles, on commence à parler de biologie, on commence à parler d'autres choses. Donc il y a eu à cette époque-là, sous l'influence des Lumières largement, une autre manière de voir le monde. Donc
les représentations du monde changent. Je crois qu'il faut bien se mettre ça dans la tête parce qu'on a l'impression que nous baignons dans notre société, ce qui est bien normal, on a l'impression que puisque tout le monde pense comme ça, ben ça doit être vrai. Bon, mais ça n'a pas toujours été vrai, et ça n'est pas vrai pour tout le monde. Alors, je vous rappelle juste deux ou trois petits rappels. On a longtemps pensé, par exemple, que la Terre était plate. Bon, et il a fallu attendre Magellan pour nous montrer qu'elle était ronde. Alors, on me dirait, ouais, bon, ça avait quand même un certain nombre d'effets, si vous voulez, sur les pratiques des gens. Parce que si vous pensez que la Terre est comme une galette, avec le petit bateau que vous avez, vous n'allez pas vous éloigner trop des côtes parce que vous risquez de tomber de l'autre côté. C'était, en l'occurrence, les enfers. Donc, la représentation du monde a une conséquence directe sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, nous vivons dans une société des droits de l'homme, qui nous paraissent aller de soi. C'est une des grandes conquêtes du siècle, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 1950, pardon, ou 48, pardon. Mais je vous rappelle quand même que l'esclavage était tout à fait légitime, en tout cas en France, jusqu'en 1848. 150 ans. Donc des pratiques qui aujourd'hui nous paraissent aberrantes, complètement obsolètes et dépassées, c'était encore le cas à l'époque. La colonisation, on a colonisé avec la plus parfaite bonne conscience jusque dans les années 1950. Vous voyez, je prends des exemples toujours plus proches. Hein. La Terre est plate, Magellan, ensuite l'esclavage, 150 ans, ensuite la colonisation, 60 ans, et vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui on n'enseigne plus ni la physique ni l'astronomie comme on l'enseignait dans les années 50 ou 60, et on ne pratique pas les interventions chirurgicales aujourd'hui comme on le faisait il y a encore 20 ans. Depuis, on a inventé la parotomie et ça fait quand même un progrès substantiel. Bon. Donc, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent et vous remarquez que, en fait, à partir des quelques exemples que j'ai donnés, que les vérités scientifiques, c'est-à-dire ce que j'ai dit de l'astronomie, de la physique, de la médecine, etc., les vérités scientifiques changent plus vite que ne changent les croyances. Il faut beaucoup plus de temps pour qu'on passe de l'esclavage à la condamnation de l'esclavage, que l'on passe de la colonisation à la décolonisation, parce que tout ce qui est dans notre tête sous la forme de croyances, de choses, on y croit parce qu'on croit que tout le monde y croit, fait que finalement c'est beaucoup plus difficile de faire changer des croyances que de faire changer des vérités scientifiques. Bon, vous me direz, mais la science économique, la science économique, contrairement à toutes les autres sciences, elle répète à peu près les mêmes choses depuis 200 ans. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire, qu'on puisse ressasser à peu près les mêmes principes depuis le début, depuis Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say et les autres, ressasser les mêmes choses depuis 200 ans, comme si pendant ces 200 ans, le monde n'avait pas considérablement changé. Alors, je crois que c'est une première raison de nous interroger sur la véritable scientificité de la science économique. Donc j'insiste, c'est une représentation du monde. Les représentations du monde changent dans l'esprit des gens et on n'en meurt pas. Hein. Je veux dire, on peut aussi, à un certain moment, les sociétés ont changé de représentation du monde parce qu'on ne pouvait pas continuer de vivre dans un monde différent en pensant toujours les mêmes choses. Bon. Alors, deuxième point, qu'est-ce que c'est que cette science économique? Avec mes guillemets.
Eh ben, je dirais simplement que pour moi, cette science économique est à la fois dépassée et dangereuse. Alors pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie s'est constituée à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, et elle était évidemment inscrite dans l'esprit de l'époque. Et cette époque, tout le XVIIIe, début du XIXe, a été baignée, si on peut dire, par la découverte de Newton de ce qu'il appelait la mécanique céleste. Tout à coup, on voyait les choses autrement. Il y a eu la gravitation, il y a eu la mécanique céleste, et tout le monde, tout au long du XVIIIe, s'est entiché de Newton. Même notre ami Voltaire a même écrit un petit ouvrage qui s'appelait « Éléments de la physique de Newton mis à la portée de tout le monde ». Donc, Voltaire, vulgarisateur de Newton, parce que tous les gens cultivés de l'époque se devaient d'avoir lu Newton, et pour être pris au sérieux, il fallait entrer dans la perspective newtonienne. La vogue était immense. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais d'aller plus loin. Je pense par exemple à Adam Smith, qui est un des fondateurs de la théorie économique. Il avait écrit, en plus de son fameux essai sur la richesse des nations, il avait écrit aussi une histoire de l'astronomie. Donc, tout le monde était dans cette perspective newtonienne. Donc, les nouveaux économistes, Adam Smith en tête, pour être d'une certaine manière respectés par les autres, pour être pris au sérieux, il fallait s'inscrire à l'intérieur du courant newtonien de la mécanique céleste, et l'idée était à l'époque de pouvoir faire descendre, si vous voulez, les lois de la mécanique céleste sur Terre, et de passer de la mécanique céleste à la physique sociale, comme on disait, pour expliquer les lois qui devaient gouverner les sociétés. Il y a un célèbre livre de Mercier de la Rivière qui s'appelle L'ordre naturel des sociétés. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Les sociétés sont construites selon un ordre naturel, et de même que Newton a réussi à décrypter l'ordre naturel astronomique ou mécanique, eh bien on va découvrir plutôt les lois de la société, faire de la physique sociale. Alors, ces nouveaux économistes en quête de reconnaissance sociale, si vous voulez, pour leur nouvelle science naissante, il fallait utiliser les mêmes concepts que les newtoniens, que les mécaniciens newtoniens. Encore une métaphore, n'est-ce pas? Mécanique newtonienne, c'est, comme disait Voltaire, Dieu comme le grand horloger, c'est de nouveau la mécanique. Alors, si vous lisez les économistes, vous trouvez quoi dans les traités d'économie? On vous parle de quoi? On vous parle de la masse monétaire, on vous parle des forces du marché, on vous parle de l'équilibre entre l'offre et la demande, on vous parle des flux de capitaux, on vous parle de la balance commerciale, on vous parle de l'élasticité de l'offre ou l'élasticité de la demande, on vous parle du circuit économique entre la production et la consommation, on parle des flux financiers, etc., etc. Comme vous voyez, le vocabulaire même de la science économique est complètement imprégné, j'allais dire parasité, par le vocabulaire newtonien de l'époque, et ça faisait sérieux, effectivement, de parler de masse, de flux, de force, etc. Et aujourd'hui, alors, effectivement, on continue, puisque je dis qu'on répète les mêmes choses depuis 200 ans, on continue d'utiliser ces mêmes termes, bien entendu, mais on a ajouté à tout cela la formalisation mathématique. Et aujourd'hui, quand on fait de l'économie sérieusement, on fait surtout de l'économétrie, qui est finalement une manière de mettre la réalité en équation.
Bon, on ne peut pas reprocher aux premiers économistes d'avoir voulu s'offrir une certaine respectabilité en utilisant un vocabulaire qui était le vocabulaire à peu près de tout le monde. Ok, je veux dire, voilà, c'était l'époque et chacun utilise les mots de son époque. Sauf que ça pose deux problèmes. Premier problème, c'est qu'effectivement, il y a, disons, méthodologiquement, il y a un problème majeur, c'est que on sait bien qu'on ne peut pas transposer des vérités naturelles dans le domaine social. On le fait trop souvent avec des métaphores sur le corps social, sur beaucoup de métaphores biologiques aujourd'hui plutôt que des métaphores mécaniques. Mais enfin, disons, il y a un principe de méthode. Ce qui est vrai dans l'ordre de la nature, de la biologie, de la physique, etc., n'est pas nécessairement vrai dans l'ordre de la société. Bon. Premier point. Puis deuxièmement, ce que les premiers économistes n'ont pas vu, enfin pas les tout premiers, mais leurs successeurs, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que au cours du 19e siècle, la physique a évolué, puisque je disais que toutes les sciences, véritables sciences, évoluent. Et au milieu du 19e siècle, pardon, excusez-moi, on a découvert ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Je ne vais pas vous embêter avec un cours de physique, parce que d'abord je ne suis pas compétent, mais enfin, le premier principe de la physique, c'est Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, là c'est première chose. Deuxième principe de la thermodynamique, c'est mettre en évidence l'irréversibilité des phénomènes physiques, c'est-à-dire que quand l'énergie se transforme, l'énergie produit de l'entropie. Alors, c'est très simple à comprendre, vous mettez de l'essence dans le moteur de votre voiture, vous faites 20 km, et il n'y a plus d'essence, ou il y a moins d'essence, et simplement, il n'y a pas rien au bout. Rien ne se crée, tout se transforme. Mais cette transformation, elle est irréversible parce que vous passez de l'usage d'une énergie disponible, en l'occurrence l'essence, en une autre forme d'énergie non disponible qui est les gaz d'échappement. Et effectivement, le phénomène est irréversible. Une fois que vous avez consommé ce qu'il y a dans votre réservoir d'essence de voiture, ben voilà, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas perdu, puisque rien ne se perd, mais c'est transformé et c'est devenu non disponible. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce principe, c'est que au fil du temps, au fil de l'usage que l'on fait de la transformation, de la production, toute production entraîne en même temps une destruction, parce que l'énergie est irréversiblement détruite et ramenée à l'état, comme on dit, entropique. Alors, le problème, c'est que dans l'économie classique, les économistes n'ont pas vu cette histoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus continué à lire les nouveaux physiciens et ils ont laissé passer le train de l'entropie, si je peux dire comme ça, ou de la deuxième loi de la thermodynamique, et ils n'ont pas tenu compte du fait que, comme je disais tout à l'heure, à toute production correspond une destruction. Et ils sont restés dans un système mécaniste. Le système mécaniste, c'est la réversibilité du temps, c'est-à-dire que si vous avez un pendule, le pendule de votre morbier ou du morbier de votre grand-mère qui va d'un point A à un point B, du point B au point A, le mouvement est réversible, parce qu'une fois que le pendule a passé d'un point à l'autre, il repart dans l'autre sens et rien ne se passe. Évidemment, le temps s'écoule, mais je veux dire, il n'y a rien qui change dans le système. Donc, c'est la même chose en économie. Si vous avez un prix qui monte parce que l'offre n'est pas très abondante, vous pouvez le faire baisser en augmentant l'offre ou en diminuant la demande, et par conséquent, le prix varie. Il peut passer de A à B simplement en jouant sur les quantités d'offres et de demandes.
comme si rien ne se passait dans la réalité. Alors, bon, personne ne l'a vu, enfin, jusqu'au XXe siècle, bien entendu, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais même un économiste comme Léon Walras, bien connu à Lausanne, bien entendu, puisqu'il a fondé l'école néoclassique, Léon Walras, dans les années 1870, prétendait encore que sa science était aussi vraie que les mathématiques et l'astronomie. Donc il était absolument clair que l'histoire de l'entropie et de la thermodynamique et du fait que les choses se détruisent, que la production entraîne nécessairement une destruction et que l'énergie est nécessairement détruite, consumée au cours du processus économique, ça, il ne l'avait pas vu, et ça veut dire simplement que l'économie est donc incapable de comprendre sérieusement les problèmes écologiques, puisqu'on ne comprend pas qu'on vit dans un environnement naturel, comme on dit, et que par conséquent, l'économie est aussi faite d'échanges avec la nature et non pas en vase clos. Mais la théorie économique, elle est hors sol, je dirais. Elle n'a aucun rapport avec ce qui se passe véritablement dans le monde et dans la nature. Et que l'on puisse, qu'une théorie économique soit incapable de nous faire comprendre quels sont les phénomènes ou les problèmes écologiques aujourd'hui, je crois que c'est quand même gravissime. J'espère que vous serez d'accord avec ça. Alors évidemment, je peux pas tout dire, parce que j'ai écrit un livre qui est là, alors si vous voulez, voilà, alors si je vous dis tout, vous n'avez plus besoin de l'acheter, donc c'est plus long. Donc je suis obligé de résumer, hein, mais je ne veux pas dire que les économistes sont stupides au point d'ignorer qu'il y a des problèmes écologiques. Bien entendu, ils savent qu'il y a des problèmes écologiques. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir. Mais en fait, ils appellent ça, eux, des externalités négatives. Et les externalités négatives, c'est les conséquences, les dommages collatéraux, comme on dit pendant la guerre, les dommages collatéraux qui découlent du mode de production. Par exemple, si vous habitez à côté d'une usine qui crache de la pollution, ou à côté de Fukushima, combien ça coûte maintenant pour reloger tous les gens dans un périmètre de 30 km, dans un périmètre de 40 km, combien ça coûte de reloger les gens. Bon, c'est intéressant, il faut faire le calcul, mais j'entends ça ne règle pas la question de fond, n'est-ce pas? C'est comme si on disait, ah bon, les abeilles vont disparaître, alors à combien est-ce qu'on pourrait chiffrer le coût du travail de pollinisation des abeilles pour pouvoir retrouver une situation avant? Alors il faudra payer des gens pour aller inséminer les fleurs, enfin bon, c'est intéressant, mais encore une fois, sur le fond, on ne comprend rien. Bon. Mais j'aimerais dire encore une autre chose sur le fait que, au cœur finalement de cette représentation sociale que nous impose la science économique, moi je trouve finalement le paradigme de la guerre. Paradigme de la guerre ou le caractère hyper pessimiste de l'économie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part on présuppose qu'il y a constamment la guerre des hommes entre eux et en même temps la guerre contre la nature. Donc, il y a d'une part la guerre des hommes entre eux, c'est la fameuse concurrence. La guerre contre la nature, c'est lutter contre la rareté. Alors, brièvement là-dessus, sur ce caractère pessimiste des relations humaines, disons les choses comme ça. Au cœur de ça, il y a le sujet économique, qu'on appelle pompeusement en latin l'homo economicus. Et l'homo economicus est caractérisé par deux choses.
Alors la définition classique, c'est que l'homo economicus dispose de ressources rares à usage alternatif et en même temps a des besoins illimités. Donc voilà, c'est la fameuse histoire de Robinson Crusoe sur son île. Il a quelques ressources qui ont échoué sur le rivage après le naufrage de son bateau. Donc il a des ressources rares, à usage alternatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il décide si les bouts de bois qui traînent, il va faire des planches pour s'abriter de la pluie, ou bien s'il va mettre une palissade pour éviter que les bêtes n'entrent dans son petit jardin la nuit. Donc voilà, usage alternatif. Et puis il a des besoins illimités. Bon. Ah, c'est la première caractéristique de l'homo economicus. Et puis la deuxième caractéristique de l'homo economicus, c'est qu'en toutes circonstances, il poursuit son propre intérêt. C'est un personnage égoïste et intéressé, et qui cherche précisément à arbitrer constamment dans ses choix en poursuivant son propre intérêt. Bon. Alors, les économistes vous diront, non, c'est une fiction, personne n'a jamais dit que l'homo economicus avait existé, etc. Bon, c'est vrai, c'est une fiction, tout le monde le dit, tout le monde l'admet. Il n'empêche que c'est quand même à partir de cette fiction que l'on raisonne. Bon. Alors, vous voyez bien que si on met ensemble ces deux conditions, ressources rares, besoins illimités d'une part, et recherche en toutes circonstances de son propre intérêt, dès qu'il n'y a plus que Robinson Crusoe, mais qu'il y a 9 milliards d'habitants, ça commence à poser des problèmes. Parce que si chacun répond à cette condition-là, on est évidemment dans un système de violence sociale, puisque les ressources sont rares, que les besoins sont illimités et que chacun veut défendre son propre intérêt. Tout le monde va finalement se tarer sur la figure. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, c'est le vieux problème de comment est-ce que la société tient ensemble. Alors bon, ça a agité les politologues depuis la nuit des temps, mais enfin, juste avant les économistes, il y en avait 3 en tout cas qui sont célèbres, Hobbes d'un côté, John Locke de l'autre, Rousseau le troisième, qui tous les 3, alors je ne vais pas entrer dans le débat là-dessus, tous les 3 ont expliqué leur théorie du contrat social. Bon, alors il y avait un contrat social, chez Hobbes il y avait le souverain qui s'imposait, chez Rousseau c'était la volonté générale, enfin, peu importe les détails, mais il y avait un contrat social. Bon. Pour les économistes, il n'y a plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin de tout ça. C'est-à-dire que le contrat social, il était là pour brider les gens. Parce que l'envie, c'est un vilain défaut, parce que c'était condamné à la fois par l'Église et par la morale. Donc, mais maintenant, au contraire, l'envie, le fait de vouloir poursuivre son propre intérêt, c'est devenu légitime. C'est devenu légitime et par conséquent, on remplace le contrat privé, le contrat social, pardon, par une infinité de contrats privés entre les hommes et les femmes, bien sûr, sur des marchés différents. Et ce sont ces contrats privés d'achat et de vente qui ajustent les désirs des uns et des autres, bien entendu, de la demande solvable, c'est-à-dire qu'il y a juste des désirs en fonction du revenu disponible. Mais ça, on le dit moins souvent. Donc, on est dans un nouveau système. Ça résout. C'est ça qui est génial, l'invention du marché, à partir de l'homo economicus, c'est que ça résout un vieux problème théorique, de théorie politique sur la théorie du contrat. Il n'y a plus besoin de compte, il n'y a plus besoin d'un souverain, il n'y a plus besoin de personne. On laisse les gens se débrouiller entre eux et grâce à la main invisible, comme disait Adam Smith, mais j'utilise cette expression avec parcimonie parce que Adam Smith n'a utilisé que 3 fois dans toute son œuvre, et Dieu sait si elle est importante, la formule « la main invisible ». Alors, on en a fait des tonnes depuis, tout le monde dit « Adam Smith, c'est la main invisible, Adam Smith, c'est la main invisible ». Oui, il en a parlé une fois dans le traité des sentiments moraux, une fois
dans l'histoire de l'astronomie que je mentionnais tout à l'heure, et une fois dans la richesse des nations. Donc, disons que il ne s'est pas répété beaucoup, le père Smith. Donc, la main visible, il l'a dit, mais enfin, il en a. Voilà, ce n'était pas le slogan le slogan du moment. Mais peu importe, main visible ou pas invisible, l'idée est quand même toujours la même, c'est que la multitude de ces contrats privés, où chacun poursuivant son propre intérêt, vont finalement pacifier les gens, avec un problème supplémentaire pour contrôler et pour que la violence sociale soit moins forte, que bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire des besoins croissants? Il faut évidemment de la croissance économique. C'est évident, puisque les besoins sont illimités, que les ressources sont rares, il faut créer de nouvelles ressources. Donc, la croissance économique devient nécessaire. Alors, je ne vais pas faire un long débat là-dessus, parce qu'après, je vais passer à l'histoire de la nature, mais je dirais, vous voyez bien que c'est une vision de l'être humain éminemment réductrice. Alors, nous sommes tous d'accord, je pense ici dans cette salle, pour dire qu'à certains moments de notre existence, nous cherchons à faire prévaloir notre propre intérêt. Bon, c'est vrai, on est de temps en temps un peu égoïste, admettons, mais nous ne sommes pas, je prétends, que égoïstes. Nous sommes aussi parfois généreux, nous sommes parfois empathiques, nous sommes parfois prêts à claquer de l'argent pour faire plaisir à quelqu'un parce que c'est un anniversaire. Nous ne sommes pas constamment en train de rechercher notre propre intérêt. Et je crois que c'est une vision donc complètement réductrice de la personne humaine. Et je crois que c'est effectivement, j'entends dans d'autres sociétés, mais ça je n'ai pas le temps de développer, mais dans d'autres sociétés on est sur une logique complètement différente, c'est-à-dire qu'autant dans la société moderne occidentale, pour pouvoir être quelqu'un, il faut avoir accumulé de l'argent, parce que vous valez ce que vaut votre compte en banque, pour simplifier, alors que dans d'autres sociétés, le prestige ne s'acquiert pas en accumulant, mais au contraire en distribuant, en donnant le plus généreusement possible, etc. Donc, on écarte avec ce système de l'homo economicus, on écarte de l'économie tout ce qui relève du don, de la réciprocité, de la redistribution, etc. Bon. Alors, je parle encore juste de la guerre contre la nature, puis après, j'en viens à ma conclusion, puis on peut discuter. Alors, j'ai dit paradigme de la guerre des hommes entre eux, la concurrence, et la guerre contre la nature, précisément pour combattre la rareté. Donc, parce que c'est ça qui est important pour les économistes, c'est que seul un bien rare est un bien économique. Il faut bien se mettre dans la tête au début du leçon 1 en économie, on vous dit que c'est la rareté qui crée la valeur et que si un bien n'est pas rare, comme l'air, bon, à côté de Fukushima, ça commence à devenir un peu difficile, mais enfin, disons, ici encore à Lausanne, l'air n'est pas payant, pas encore payant. Au bord du lac, l'eau ne vaut pas grand-chose parce qu'on peut la ramasser, donc voilà. Donc les biens qui sont libres, comme disent les économistes, sont gratuits. Donc c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant pour les économistes, c'est les biens qui sont rares. Bon. Et dans le monde des économistes, tout est rare. Mais c'est le marché qui décide si c'est rare ou pas rare. C'est pas. Il y a un problème de fond que les économistes n'ont pas résolu, c'est que pour moi, il y a deux types de rareté qui sont tout à fait différentes. Il y a la rareté finitude, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui existent en quantité finie. Alors, le pétrole, le charbon, la bauxite pour faire l'aluminium, toutes les ressources non renouvelables en général, etc., sont en quantité finie. Bon, ça, c'est la rareté finitude. Et puis, il y a la rareté pénurie,
qui est créé par le marché. Alors, vous pouvez créer la pénurie sur le marché en augmentant les prix, en diminuant les quantités. Enfin, il y a toutes sortes de trucs. Si vous voulez affamer un pays, vous pouvez créer la pénurie par le marché. Je donne souvent cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin, si vous allez aux champignons dimanche matin, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de champignons, bon, vous rentrez, vous dites, il n'y a pas beaucoup de champignons. Bon, maintenant, il y a deux possibilités qui sont très différentes. La première possibilité, c'est que, comme c'est en cette saison, il n'y a pas beaucoup de pluie depuis longtemps, donc il n'y aura pas beaucoup de champignons parce qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de pluie. Donc il y a un effet de finitude. Les champignons sont en quantité finie parce que la nature ne fait pas en sorte qu'ils puissent se reproduire en grande quantité. Bon, ça c'est la première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que vous vous êtes levé un petit peu trop tard pour aller aux champignons et qu'il y a des gens qui ont passé avant vous. Ça, c'est la rareté pénurie. Mais vous voyez que c'est très différent. Pour vous, champignonneurs, le résultat est le même. Vous rentrez avec peu de champignons dans votre panier. Mais la raison pour laquelle il y a peu de champignons, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, le problème de la rareté finitude et de la rareté pénurie, ce sont deux cas de figure complètement différents qui, en économie, sont mélangés, sont constamment mélangés. Alors, ce qui se passe, puisque tout est rare, pour que les choses soient économiques, il faut que tout soit rare, bon, donc on décrète la rareté, c'est une hypothèse de travail au début, hein. Il faut qu'il y ait de la rareté, et on exploite la nature qui devient une ressource. Là aussi, la nature, elle est supposée avare. Il faut l'exploiter. Personne ne pense, comme les Amérindiens, que la Pachamama est généreuse par nature, précisément. Non, on pense que la nature, il faut l'exploiter. Et de nouveau, on retombe dans le paradigme de la croissance économique qui est nécessaire pour remplacer la rareté par l'abondance. Puisque c'est quand même ça le but de l'économie, c'est de remplacer cet état de rareté dans lequel nous sommes par la société d'abondance, d'opulence, comme disait Adam Smith. Bon, c'est ça qu'on fait, hein, depuis le début de l'économie. Je dis toujours, je dis pas toujours, mais je dis souvent que ce qu'on fait, enfin ce système dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui, il date, pour moi il a une date de naissance tout à fait précise, j'ai pas le mois ni le jour, mais j'ai l'année, c'est 1776. Alors pourquoi c'est 1776 ? Pour trois raisons. Première raison, parce que c'est l'époque, c'est l'année de publication de La richesse des nations d'Adam Smith, donc le père fondateur de l'économie, premier traité véritablement d'économie qui sort des physiocrates d'avant, etc. C'est une autre histoire, donc Adam Smith, La richesse des nations. Deuxièmement, 1776, c'est la déclaration d'indépendance des États-Unis et donc la déclaration des droits de l'homme, la première déclaration des droits de l'homme. Ce n'est pas les Français qui ont inventé, hein, pour une fois, c'était les Américains en 1776, avec le droit au bonheur, qui était remarquable dans cette déclaration des droits, mais c'était aussi le début de l'individualisme, les individus, les droits de l'homme et le droit au bonheur. Ça, c'était sur le plan, si vous voulez, politique, mais c'est le début de l'individualisme. Et troisième chose importante à cette même année, c'est le perfectionnement par James Watt du moteur à explosion. Moteur à explosion, c'est une révolution majeure, c'est-à-dire que les machines à feu, comme on disait à l'époque, alors, ils ne fonctionnaient pas encore au pétrole, on n'était pas encore là, on fonctionnait au charbon et au bois. Bon. Mais enfin, on entrait à ce moment-là avec ces trois choses, l'individualisme, le début de l'économie et la société des machines à feu qui remplacent l'énergie renouvelable des moulins à eau ou à vent et la traction animale, on entre dans ce qu'on doit appeler aujourd'hui, non pas tellement la société de la révolution industrielle, mais la société thermo-industrielle. Parce que c'est maintenant, à partir de cette date-là, c'est la chaleur
qui va créer l'énergie. Et nous sommes dépendants de notre énergie, non plus des énergies hydrauliques et éoliennes, mais de l'énergie calorique. Bon, alors, voilà, on est parti dans cette course à l'abondance à travers la croissance économique, et, comme dit Marshall Salins, qui est un anthropologue américain, cette situation nous conduit, c'est comme si nous étions condamnés aux travaux forcés à perpétuité. C'est-à-dire que la société dans laquelle nous sommes est condamnée à croître pour survivre, comme le cycliste sur son vélo doit continuer à pédaler sinon il tombe, et comme vous savez, dès qu'il y a une baisse de la croissance négative, comme disent les économistes, essayez d'imaginer ce que c'est une croissance négative, ça veut dire avancer à reculons, mais enfin bon. Voilà, la croissance négative, c'est catastrophique. Donc, on est condamné à toujours plus de croissance sur le chemin, bien entendu, de l'abondance. Et le résultat, c'est que la rareté qui était au départ une hypothèse de travail devient la réalité au bout du chemin. C'est-à-dire qu'à cause de la croissance économique que tout le monde de gauche, de droite, etc., considère comme la panacée, cette course à la croissance économique entraîne évidemment la raréfaction progressive et la fin des richesses non renouvelables, bien entendu, mais aussi, d'une certaine manière, des richesses qui sont renouvelables. Mais bon, il faut laisser le temps à la nature de se renouveler. J'attends le stock de poissons aujourd'hui est dans une situation catastrophique, pas seulement à cause de Fukushima, mais parce que finalement, on ne laisse pas aux poissons le temps de se reproduire, et la surpêche est un des fléaux, etc. La même chose pour les forêts, la même chose, etc. Les forêts aussi, c'est quelque chose de renouvelable, mais les arbres, ça ne pousse pas en 5 minutes, donc voilà. Il faut une gestion de la forêt intelligente. Donc, voilà, au bout du chemin de cette lutte contre la rareté, après avoir imaginé que la rareté était l'hypothèse de travail de départ, au lieu de trouver l'abondance, on trouve au contraire la rareté réelle. La rareté réelle. Parce qu'on a confondu, bien entendu, pénurie et rareté-pénurie et rareté-finitude. Bon. Je vais conclure. Ça va, ouais. Alors, bon, bien sûr, j'aurais voulu dire encore beaucoup d'autres choses, mais c'est dommage, on aurait pu parler de l'utile. On peut parler, si vous voulez, la confusion entre les stocks et les fonds, entre le marché, la réciprocité. Tant pis. Premier point, j'espère vous avoir convaincu, mais enfin, on peut discuter après. Je crois que la science économique repose sur des présupposés obsolètes ou dépassés. Parce que ces présupposés sont contredits par tout ce que les autres sciences, l'étude de la biosphère, l'écologie, etc., nous ont appris sur le monde dans lequel nous vivons. J'entends tant qu'on continue de penser dans une perspective newtonienne, qu'on ignore le fait que finalement l'énergie, elle doit bien passer par à quelque part, et qu'une fois qu'elle est utilisée, elle est devenue totalement indisponible. Bon, si on comprend même pas ça, ou si on a une science qui ne se donne pas les moyens de comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'on sait qu'il est, parce qu'évidemment le monde tel qu'on le concevait à la fin du XVIIIe et tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas le même monde, d'accord? Donc on peut pas raconter les mêmes histoires pendant 200 ans sans tenir compte du fait que notre connaissance du monde a changé. Oui, le monde, il est toujours le monde, bien entendu, mais notre connaissance du monde change. Bon. Deuxièmement, je me répète là, mais je crois que l'obsession de la croissance dans laquelle nous sommes, à laquelle nous sommes livrés, je dirais, est dangereuse parce qu'elle est contre-productive, c'est-à-dire que contre-productive au sens fort du terme, elle produit son contraire.
C'est-à-dire que la croissance est censée nous conduire à l'abondance et elle produit son contraire, c'est-à-dire la rareté. Donc, le temps est venu, je crois, de changer notre représentation du monde. J'ai envie de dire, il y en a qui crient 40 ans, ça suffit. Moi, j'ai envie de dire 200 ans, ça suffit. Depuis le temps qu'on est embarqué dans ce système d'économie. Je crois que notre époque s'y prête, même si effectivement, aujourd'hui, on n'a pas tous le cœur à la fête parce qu'il se passe des choses terribles. Mais ces fameuses crises que j'évoquais au début, je crois qu'elles ne sont pas nécessairement passagères, mais qu'elles sont structurelles. Elles sont pour une bonne part liées à cette obsession de la croissance dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que je pense que si on commence à réfléchir, mais encore une fois, une représentation du monde, ça ne se change pas en une nuit, en un jour. C'est un processus lent, mais je pense, j'espère, qu'il est en marche. Alors évidemment, s'il faut toujours compter sur ce que Denis de Rougemont appelait la pédagogie des catastrophes, c'est toujours un peu désolant, mais il y a déjà eu Tchernobyl il y a 25 ans, ça a fait un peu frémir les gens, bouger un peu, puis après on a dit « Oh, mais de toute façon, les soviétiques, ça n'a pas construire les centrales nucléaires, c'est du vieux matériel, etc. » Donc, voilà, on a noyé le poisson comme ça, et puis maintenant, ben voilà, ça recommence, et puis rien ne nous dit que ça ne recommencera pas, ça ne recommencera pas une fois de plus. Donc voilà, il faut changer de manière de penser, de manière de voir le monde, de nous le représenter. Et puis voilà, et puis éviter de tomber dans les pièges de l'économisme. Mais j'aimerais qu'on sorte, c'est mon dernier mot, ce que j'appellerais le fatalisme économique. Voilà, merci.